L'association COMED a pour mission d'agir en faveur de la santé des exilés et de défendre leurs droits, notamment à travers des lieux de soins donc en Île-de-France, à Saint-Étienne, donc dans la Loire, à Marseille et à Cayenne, en Guyane, et d'un centre ressources national en soutien des professionnels de la santé et du social, donc intervenant auprès de ces populations exilées, c'est-à-dire demandeurs d'asile, réfugiés sans papier et l'ensemble des migrants étrangers en situation de vulnérabilité. En raison des ruptures, des deuils, des pertes associées à l'exil et des violences subies dans le pays d'origine pendant le parcours d'exil et souvent après l'arrivée en France, dans une situation d'exclusion et de précarité croissante, la santé mentale est au cœur des enjeux de la santé des personnes exilées et migrantes. Parmi les personnes récemment exilées, les troubles psychiques, et notamment les psychotraumatismes, sont au premier rang des maladies graves à l'issue des bilans de santé que nous pratiquons au COMED. Pour donner un ordre d'idée, c'est 12 fois plus que le VIH et c'est 40 fois plus que la tuberculose que les médias associent souvent à ces populations. C'est d'ailleurs principalement autour de la santé mentale que s'est construit d'une part le partenariat du COMED avec Samdara, notamment autour d'actions d'information et de plaidoyer, particulièrement dans le collectif d'Azempsy, et avec Médecins sans frontières, en particulier depuis 2017, autour des soins aux mineurs non accompagnés, accueillis au centre d'accueil de jour de Pantin, en Île-de-France. Les mineurs constituent en effet l'un des groupes particulièrement vulnérables en termes d'indicateurs défavorables de la santé, parmi les exilés en France. Au centre de soins du COMED à Saint-Étienne, les mineurs qui soient isolés ou accompagnés représentent un quart des patients et des patientes suivies, notamment par notre collègue Louise Roux, qui pourra en témoigner dans la suite de cette réunion. Alors, au-delà des effets psychotraumatiques, des causes souvent violentes de l'exil, la clinique auprès des mineurs exilés révèle également l'impact croissant de la précarisation et de l'exclusion produite par les politiques d'inhospitalité, qui englobent, comme on le sait désormais, aussi les enfants et les adolescents. Ces jeunes exilés subissent ainsi un phénomène analogue à celui qu'on a pu observer depuis 40 ans pour les réfugiés et depuis 20 ans pour les étrangers malades, c'est-à-dire qu'après l'invention par les médias et les pouvoirs publics du phénomène des faux réfugiés qui a accompagné le début et la suite de la crise du droit d'asile, et puis l'invention des faux malades qui sert de prétexte à une réduction drastique du droit au séjour pour raison médicale, c'est bien aujourd'hui l'invention des faux mineurs à laquelle nous sommes désormais confrontés en tant que soignants et intervenants du médico-social. Il s'agit donc de mieux connaître les processus à l'œuvre dans la détérioration de la santé de ces jeunes exilés, à commencer par la détérioration de leur protection, pour pouvoir continuer à soigner toujours et à alerter chaque fois que nécessaire, comme nous le faisons dans le rapport que nous souhaitons partager avec vous. Je ne serai pas long sur Médecins sans frontières, organisation médicale humanitaire créée il y a 51 ans, qui s'est davantage illustrée par ses interventions aux quatre coins du monde. Il y a eu plusieurs missions France de Médecins sans frontières, une des années 80 à la fin des années 90, début des années 2000, dans le cadre du combat qui a été mené par beaucoup d'associations en faveur de l'accès aux soins des populations précaires et notamment des personnes migrantes, qui a donné lieu à la création de la CMU et aussi de l'AME qui est tant attaquée aujourd'hui. Et j'imagine que nous avons une préoccupation commune autour de dans ce contexte. Une deuxième mission France qui a été créée, qui dans les années fin des années 2000 autour de la population des déboutés du droit d'asile, et depuis 2015-2016 dans le cadre de l'urgence de la crise migratoire, ce qu'on a appelé la crise migratoire, qui avait conduit MSF à construire à participer à l'édification d'un camp de réfugiés à Calais et Grande-Synthe. Dans la suite de cette urgence, nous avons réouvert une nouvelle mission France, poursuivi ce travail auprès spécifiquement des mineurs non accompagnés, d'abord en Île-de-France, voilà, et c'est ce public, Arnaud l'a rappelé, qui est au croisement de bien des problématiques qui nous concernent, celle de l'exil,
de la migration, des violences subies, du traumatisme et de l'adolescence. Et c'est ce millefeuille qu'il s'agit pour les acteurs de la santé mentale et puis les soignants qui les entourent dans une approche pluridisciplinaire d'aborder. Moi, je suis Juliette Chalut, la responsable du centre de jour de Médecins sans frontières, qui se trouve donc à Pantin, dans la première couronne de Paris. Et dans ce centre, on accueille des jeunes qui ont été déboutés de leur reconnaissance de minorité. Donc, suite à une évaluation du département, et ils sont en recours devant le juge des enfants pour faire reconnaître leur minorité. C'est des jeunes qui viennent principalement d'Afrique de l'Ouest, donc Guinée, Côte d'Ivoire, et d'autres qui viennent un peu d'Afghanistan. La plupart ont entre 16 et 18 ans, et là, dans notre cohorte, actuellement, on accueille 15% de jeunes filles. C'est des jeunes qui vivent à la rue, et pour la plupart d'entre eux, ils vivent à la rue, et ils nous sont orientés via des associations ou des collectifs citoyens qui vivent avec eux sur les camps à la rue. Actuellement, on accueille à peu près 40 nouveaux jeunes dans le programme chaque mois. Donc, comme vous dites, Xavier, c'est un programme qui est fondé sur une approche pluridisciplinaire qui vient du constat que pour soigner ces MNA, il faut traiter autant que possible les conditions de production de la souffrance qui peuvent être aussi sociales, juridiques et plein d'autres domaines. Et que si on ne prend pas en considération ces autres dimensions, ça prend tout l'espace des jeunes et les consultations ne sont pas efficaces. Donc, notre centre, il est organisé en 4 pôles. On a un pôle accueil, un pôle somatique, un pôle socio-juridique et un pôle psychologique. Au niveau de l'accueil, c'est des médiateurs culturels qui parlent donc pratiquement toutes les langues qui sont parlées par les jeunes et qui font un entretien quand le jeune arrive dans la langue du jeune qui dure à peu près entre 45 minutes et 1 heure, qui s'assure que le jeune rentre bien dans les critères du programme. On lui donne un kit de première nécessité en attendant qu'il revienne dans le centre. Donc, on lui explique aussi comment ça va se prendre, comment la prise en charge va se dérouler. Et c'est aussi les médiateurs culturels qui s'occupent de la traduction au cours des différentes consultations qui vont avoir lieu tout au long du parcours de soins du jeune. Le deuxième pôle, c'est un pôle somatique qui a lieu la consultation a lieu en général 1 semaine après l'inclusion dans le centre. Donc, c'est des infirmières qui font de la coordination de parcours de soins. On n'a pas de médecin dans le centre. C'est un entretien qui dure là aussi à peu près 1 heure et on évalue l'état de santé du jeune pour pouvoir l'orienter vers des structures de soins adaptées. La plupart du temps, c'est des permanences d'accès aux soins parce que c'est des jeunes qui n'ont pas encore l'aide médicale d'État. Donc, il y a des bilans de santé, des rattrapages vaccinaux, parce que ça va être nécessaire pour ensuite qu'ils puissent être scolarisés. Et après chaque rendez-vous, les jeunes vont être revus par les infirmières pour réexpliquer tout ce qui a pu être expliqué au cours des consultations. L'autre pôle, c'est le pôle socio-juridique. Donc, au niveau du pôle socio-juridique, on a des assistantes sociales qui, elles, s'occupent de toutes les démarches en lien avec la domiciliation, l'ouverture de droits à l'AME, les inscriptions à des activités culturelles ou à des activités sportives et la scolarisation. Et on a une juriste et une assistante socio-juridique qui, elle, s'occupe de coordonner le parcours juridique du jeune. Donc, ce n'est pas des avocates, mais elles font le lien avec l'avocat, la récupération de documents, elles aident à la récupération de documents et de la préparation à l'audience. Et enfin, le dernier pôle, c'est le pôle santé mentale. Donc, on a des psychologues du COMED et des psychologues de MSF qui travaillent sur le centre. Et les jeunes ne sont pas tous orientés systématiquement vers le pôle santé mentale, mais c'est les plus vulnérables des plus vulnérables qu'on reçoit. C'est des jeunes qui sont orientés soit par les autres professionnels du centre, soit les acteurs de la rue nous disent qu'ils ont une grande vulnérabilité et c'est ceux-là principalement qui sont orientés vers le pôle psychologique. Voilà. On a aussi des groupes de parole actuellement pour les filles et des ateliers. Par exemple, là, on a un atelier jardinage en ce moment. Voilà. Donc, c'est tous ces acteurs qui coordonnent la prise en charge pluridisciplinaire du jeune et c'est ce travail collectif qui permet déjà à l'équipe de tenir face à des situations de vie qui sont très compliquées pour les jeunes. Et surtout, ça permet aux jeunes d'investir les espaces qui sont proposés sans tout le parasitage de l'urgence qu'il peut y avoir autour.
comme ça a été déjà dit, un rapport qui est basé sur l'expérience, la prise en charge des mineurs non accompagnés au centre d'accueil de jour situé à Pantin. C'est un centre qui a été ouvert en décembre 2017 et au sein duquel, en partenariat avec le COMED, on apporte également, on propose également à ces jeunes une prise en charge en santé mentale, couplée à tout ce que Juliette a déjà évoqué. Donc, on insiste un peu sur le lieu de prise en charge, et notamment sur le statut des jeunes qu'on a pris en charge, puisque ça comporte pas mal ça implique pas mal de choses. Donc, ce sont des jeunes qu'on dit souvent en recours. Donc, c'est des personnes qui sont arrivées mineures et seules sur le territoire, qui ont été évaluées défavorablement par un département et qui ont décidé de saisir le juge des enfants pour contester cette décision. Il faut savoir que quand on saisit le juge des enfants, jusqu'à présent en France, la décision du département, elle n'est pas suspendue, elle n'est pas suspensive, cette saisine. Et donc, ces jeunes, à ce moment-là, ne bénéficient pas de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Ils basculent dans un flou juridique qui fait qu'ils ne sont pas tout à fait mineurs parce qu'il y a quand même une première décision administrative qui ne les reconnaît pas comme tels, mais ils ne sont pas tout à fait majeurs non plus parce que le juge ne s'est pas encore prononcé. Et donc, c'est vraiment dans cette fenêtre-là que MSF et le COMED interviennent auprès de ces jeunes pour essayer justement de compenser l'absence de prise en charge médicale, sociale, psychologique et d'accompagnement juridique. Donc, ce rapport, on l'a écrit avec Laure Volmark, qui était l'ancienne responsable des activités santé mentale du COMED, avec Mélanie Kerlock, qui était également l'ancienne responsable des activités santé mentale en Île-de-France pour MSF, qui est donc psychologue clinicienne et cofondatrice d'une association dont on va vous parler tout de suite, et moi-même. Et pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'on voulait à la fois pouvoir présenter en fait les constats cliniques qu'on a tirés de la prise en charge auprès de ces jeunes. On voulait montrer aussi les obstacles pour accéder aux soins face à ces besoins de prise en charge. Quelles sont les difficultés d'accès aux soins pour ces jeunes? Et on voulait aussi enfin alerter sur les conséquences finalement de l'exclusion, de la précarité sur la santé mentale de ces jeunes. Donc, avant de donner la parole à Mélanie, je voulais prendre un petit instant aussi pour nommer Léa Renard, qui a fait les illustrations qui sont présentes dans ce rapport. C'est un rapport où il n'y a pas de photos. On a fait le choix du dessin. Alors bien sûr, ça embellit un peu le rapport, mais c'est surtout parce que le dessin permettait en fait de rendre intelligible un sujet aussi complexe que la santé mentale. Donc Léa Renard, qui est l'illustratrice, a beaucoup travaillé avec Mélanie pour réussir à montrer, à illustrer un peu cette thématique qui peut être peut parfois être un peu insaisissable, notamment pour des personnes qui ne sont pas des professionnels de la santé mentale. Et donc, ce travail qui a été mené pour illustrer le rapport, il a donné naissance à une association qui s'appelle Psychologie destinatoire et dont je vais laisser Mélanie Kerlock présenter rapidement les contours. Bonjour. Donc, effectivement, comme le disait Frazi, nos deux organisations, MSF et le COMED, avaient une volonté très forte de pouvoir rendre compte de ce qu'on constatait, nous, dans nos consultations, puisqu'on a effectivement cette dimension de prise en charge individuelle, mais aussi cette action au niveau collectif. Et donc, dans cette réflexion-là de comment rendre compte, le dessin a pris toute sa place. Et donc, c'est vrai qu'on a énormément aimé ce travail-là pour le rapport de plaidoyer. Et quand moi, j'ai arrêté de travailler sur ce poste à MSF il y a 1 an, on s'est retrouvés avec Léa Renard et avec quelques autres pour se dire, mais on voudrait continuer cette aventure. Et donc, on a créé une petite association qui est une épicerie à l'heure actuelle, on va dire, qui s'appelle donc Psychologie destinatoire et qui mêle la psychologie, la santé mentale et le dessin, où ces deux se font écho, en fait. Et donc, on a créé des outils pour les patients, donc soit pour orienter vers le suivi psychothérapeutique ou le suivi psychologique. Et on a aussi, donc là, dont on voit une illustration, donc c'est sans parole, c'est pour notamment les gens qui sont éloignés de la lecture et de l'écriture. Et puis, on a aussi créé une série de cas cliniques dessinés sur les MNA en recours, afin de sensibiliser les professionnels du soin, du milieu social, en fait, tous les gens qui gravitent dans la sphère des MNA, pour sensibiliser toute cette sphère-là. Et donc, voilà.
Donc, il y a une brochure qui sera dans le chat, voilà, si vous voulez prendre connaissance de ce que l'on fait. Ah voilà, et c'est moi qui enchaîne sur la... Tout à fait. Je fais ma propre transition. Donc, du coup, effectivement, sur ce rapport qu'on a sorti en 2021, on a basé ce rapport sur la cohorte donc, que l'on recevait au centre de Pantin. Donc, on est bien d'accord, ça concerne des MNA NINI, considérés ni mineurs ni majeurs, qui ont été reçus au centre de Pantin, donc essentiellement une population qui se trouvait sur l'Île-de-France. Donc, ces constats qui concernent ce groupe, bien sûr, ça se recoupe avec d'autres populations ou groupes qu'on va retrouver sur le territoire national, mais nous, on parle quand même, voilà, les constats que l'on a sont basés sur cette cohorte-là. Donc, entre décembre 2017, date d'ouverture du centre, et juin 2021, soit donc plus de 3 années d'exercice, le centre a inclus, disons, 2300 jeunes. Sur ces 2300 jeunes, 750 ont été orientés vers une consultation individuelle avec un psychologue donc, du centre. Ce psychologue, il reçoit le jeune entre 1 et 3 fois, donc des entretiens préliminaires, pour déterminer si il y a une indication pour un suivi ou si cette première réponse suffit. Donc, sur ces 750 jeunes, la moitié sont devenus des patients, donc disons 400. Et c'est sur ces 400 jeunes-là dont on va vous parler. Eux, ils sont pour 91% d'entre eux des garçons et donc 9% de filles. Donc ça c'est à peu près les mêmes constats que les MNA qui sont pris en charge à l'ASE. Quand ils débutent le suivi psychologique, 50% d'entre eux ont 16 ans et 30% d'entre eux ont 15 ans. Les 4 nationalités les plus représentées étaient, donc les pays les plus représentés étaient le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et l'Afghanistan. Et nous travaillions beaucoup avec des interprètes, puisque sur cette tranche-là, 40% de nos interventions étaient faites avec un interprète. Donc ça, pour nous, c'est primordial, c'est-à-dire qu'il faut que le soignant et le patient puissent se comprendre et s'exprimer en détail, à la fois pour l'un et pour l'autre. Par contre, le choix est donné au patient. C'est-à-dire que si le patient refuse d'avoir un interprète, on va trouver des aménagements. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous rendre compte dans les grandes lignes de cette clinique d'une jeunesse exilée et exclue. On a essayé de dégager des grandes tendances, en fait, ce qui ne veut pas du tout gommer la singularité de chacun de nos patients. Mais effectivement, ça nous paraissait intéressant puisqu'on avait quand même cette cohorte de 400 qui commençait à faire un petit nombre. Et donc, du coup, on a monté un petit observatoire, mais qui n'est pas un observatoire scientifique, c'est-à-dire que nos questions ne sont jamais posées systématiquement. On retire les données à partir des suivis psychologiques, des psychothérapies qui ont été faites. Donc, c'est un biais, forcément, mais en tout cas, c'était important de contextualiser le recueil de données. Donc, ce que l'on a vu, c'est que dans cette cohorte de 400, 37% d'entre eux souffrent de syndrome psychotraumatique, 12% d'entre eux de dépression et 50% d'entre eux de troubles réactionnels à la précarité, en tout cas ce qu'on a nommé comme ça. Donc, ces diagnostics sont liés à des événements de vie vécus qu'il est important de pouvoir se représenter. Donc, c'est pour ça que nous, on aborde les événements de vie aussi quand on présente les diagnostics. Ce travail-là sur les événements de vie qui n'implique pas forcément systématiquement après un trouble psychique, mais pour nous, c'était vraiment très, très important parce qu'en fait, on se dit que les gens qui travaillent avec les MNA doivent pouvoir se représenter les réalités dans lesquelles ils ont vécu ou ils vivent afin de pouvoir les accompagner. Puisque s'ils n'ont pas ça présent dans leur tête, il est possible que les patients ne puissent pas en parler. Donc, sur le premier aspect qu'on a appelé trauma et violence, comme je le disais, 37% des jeunes de cette cohorte souffraient de syndrome psychotraumatique et dans ce groupe-là, 1/5 d'entre eux de trauma complexe, qui ne va pas tout à fait prendre la même forme et qui va peut-être des fois aussi être plus complexe à diagnostiquer. Pour les définitions que l'on en donne, moi je vous renvoie au rapport, puisqu'on doit faire une présentation succincte ce matin. Ce qui est certain en tout cas, et ce qu'on a constaté, c'est que la plupart du temps, les syndromes psychotraumatiques sont liés à des événements qui sont arrivés au pays ou sur la route. Et donc, ça signifie que ces jeunes arrivent malades en France, mais qu'ils ne savent pas
qu'ils peuvent avoir des soins pour ce type d'affection et de ce fait, ils n'y accèdent pas. Ce qu'on a pu constater aussi, c'est que leur symptomatologie, donc psychotraumatique, s'intensifie sous le coup des conditions de vie en France. Donc, sur les événements de vie qui étaient signifiants dans ce qu'on a pu repérer, c'est que 20% de la cohorte venait de pays dits en conflit ou en guerre, comme l'Afghanistan, la Somalie, l'Érythrée, le Soudan, le Mali. Donc, seulement 1/5 de nos patients. Sur la route, la quasi-totalité a pris la route migratoire clandestine, donc à pied, en bateau, en bus, en camion, etc. 35% des jeunes, plus de 35% des jeunes ont été témoins d'actes violents sur la route, donc viol, passage à tabac, meurtre, humiliation. 21% d'entre eux déclaraient avoir traversé une zone de guerre ou de conflit sur le chemin de l'exil. Parmi eux, 8 sur 10 déclaraient avoir été emprisonnés et 6 sur 10 torturés et en garder des séquelles. Donc ça concernait essentiellement la Libye, même si au fil de notre exercice, la route migratoire, elle a changé et le passage par la Libye n'était plus systématique, mais plus par le Maroc. 10% des jeunes ont fait l'expérience de la perte d'un proche sur la route. Cette perte a quasiment systématiquement un caractère traumatique. En effet, en Libye et en Méditerranée, principalement, les personnes décèdent car elles sont assassinées, se noient ou ne peuvent pas accéder à des soins. La plupart du temps, il n'y a pas de sépulture et le jeune se retrouve seul. L'absence de funérailles et l'enclenchement d'une logique de survie rend impossible le processus de deuil. Les jeunes sont également rongés par la culpabilité de ne pas avoir pu sauver ce proche et traumatisés par le fait qu'ils auraient eux aussi pu perdre la vie. Plus de 70%, c'est pas la même, c'est toujours l'image de la Méditerranée, plus de 70% des jeunes suivis par les psychologues, donc de cette cohorte-là, ont traversé la Méditerranée sur une embarcation de fortune et un quart d'entre eux a vécu un naufrage. Ça, c'est ce qui, pour nous, a été aussi extrêmement édifiant dans cette clinique, puisque ce que nos patients ont pu nous dire et nous expliquer, c'est que c'est une expérience qui est absolument déréalisante. Elle ne ressemble à rien de ce que les jeunes avaient pu expérimenter auparavant et de aussi nous, en tant que professionnels, nous connaissons. Se retrouver entouré d'eau sans savoir nager sur une embarcation de fortune est un cauchemar. Nous entendions nos patients partis de Mauritanie à l'Ambert et Canaries décrire être restés 4, 6, 10 jours, puisque ça, c'était une route qui s'était ouverte et qui continue à l'être. Il se trouve que ça, c'est entendu nulle part en France, puisque l'OFPRA ne prend pas en considération ces expériences-là, et les préfectures non plus dans les demandes de titre de séjour. Donc pour nous, il y a vraiment un grand plaidoyer à faire là-dessus. Le deuxième groupe d'événements, de choses dont on voulait vous parler, c'est la dépression, la perte et le deuil. Donc, comme on disait, 12% des jeunes sont atteints de dépression. Ce que l'on voit, c'est que la dépression, elle peut être liée à des événements vécus au pays, sur la route ou arrivés en France. On voit que la plupart des dépressions que nous avions diagnostiquées étaient liées à un deuil pathologique induit par le décès d'un parent dans le pays d'origine ou d'un accompagnant sur la route de l'exil. Il faut savoir que 55% de nos jeunes patients déclarer avoir perdu un parent ou un proche dans leur pays d'origine, ce qui n'est pas du tout la réalité des adolescents en France. 55% des jeunes avaient connu une désorganisation de leur famille et 44% des conflits intrafamiliaux significatifs qui avaient pu être consécutifs à ce deuil et qui avaient pu aussi être un terreau pour leur départ, eux ayant perdu une place protégée dans le système. On voit aussi que la dépression chez les MNA peut être liée à la longueur et à l'incertitude des procédures administratives. Il arrive parfois que des mains levées, donc des fins de prise en charge, soient prononcées alors que le jeune bénéficiait d'une mesure d'assistance, donc notamment quand il y a des changements de département. Et ces revirements déstabilisent fortement les jeunes qui doivent s'engager une nouvelle fois dans un combat administratif pour intégrer la protection de l'enfance, qui est extrêmement complexe et qui ne peut pas être fait seul, en tout cas au vu de la machine administrative. On comprend donc ici que la problématique de deuil est extrêmement présente chez les jeunes que l'on reçoit. Ce deuil, puisqu'il a été la plupart du temps suivi des organisations familiales et a privé l'enfant de protection,
est souvent enquisté et gelé, et il y aura donc souvent ce thème à traiter dans le cadre du suivi qui ne va pas forcément apparaître en première ligne, mais qui est vraiment un élément très très important sur lequel on doit laisser de la place dans le suivi. Évidemment, si le patient veut traiter cette question. Le troisième aspect, c'est le trouble psychique réactionnel à la précarité des conditions de vie en France. Donc, ce que nous avions observé, c'est que 50% de nos patients sont suivis car ils éprouvaient des symptômes tels que humeur triste, anxiété, troubles du sommeil, mais essentiellement insomnie sur ce versant-là, des troubles de la concentration, des attitudes de retrait social, un épuisement physique et psychique, un sentiment d'impossibilité à faire face, à faire des projets ou à continuer dans la situation actuelle. Et parmi eux, certains développaient des idées suicidaires. On a vu, en fait, au départ, on a pris ça pour de la détresse, comme c'est la plupart du temps coté, et au départ, on a vu avec l'observation de cette cohorte qu'on voyait une première phase d'anxiété majeure chez ces patients, où les jeunes tendent à basculer ensuite dans un état dépressif, donc dans une seconde phase, et c'est alors que les désinvestissements apparaissent, les attitudes d'isolement, de retrait social, et c'est lors de cette seconde phase que les idées suicidaires peuvent également émerger, sans pour autant que ça soit caractérisé par une dépression. Donc, d'après la classification internationale des maladies, la CIM-10, le diagnostic le plus adapté pour qualifier ce type de trouble psychique nous paraissait être la réaction à un facteur de stress sévère. Donc, pour nous, ça nous semblait un petit peu léger d'appeler la précarité et l'exclusion dont il faisait état un facteur de stress sévère. Donc, on a décidé de le nommer comme tel afin de rendre compte de ce trouble formalisé que l'on constatait et qui était spécifique à la situation qu'il rencontrait. Donc, sur les événements de vie dont ils font état et qui peuvent induire ce type de pathologie, ils font référence au discrédit de leurs paroles et à la remise en cause de leurs récits lors de l'évaluation de la minorité. Ils évoquent l'arbitraire dans la détermination de leur âge par des moyens peu fiables, comme l'entretien social ou le test d'âge osseux, et ils sont très désarçonnés par le fait de qui rentre en fait dans la protection et qui en reste exclu. Il n'y a pas de logique en fait, donc du coup il n'y a pas de sens. Ils sont désarçonnés par la complexité du parcours de reconnaissance en minorité, puisqu'ils ne maîtrisent pas le système juridique et administratif français et que les délais sont très très longs. Ils sont très affectés par le fait de vivre dans la rue. Nous, il faut savoir que 54% des jeunes qui commençaient le suivi vivaient dans la rue au moment où ils commençaient le suivi, et alors que seulement 5% d'entre eux étaient des enfants des rues au pays, donc des gens qui n'étaient pas du tout préparés à ces conditions de vie. 30% des jeunes ont commencé leur suivi psychologique en étant dans un hébergement instable, donc essentiellement à l'époque dans des hébergements solidaires avec des remises à la rue régulières ou des changements d'hébergement très très fréquents. Ils évoquaient aussi l'absence totale de ressources financières, et ça pour nous c'était vraiment très important aussi à souligner, de se retrouver dans un pays sans 1 euro en poche, et donc du coup toutes les conséquences que ça peut avoir. Ils évoquaient aussi les difficultés d'accès à l'enseignement, la scolarité, alors que c'est quelque chose d'essentiel pour eux. Et enfin, ils évoquaient la solitude, le fait d'être sans parents, sans réseau social stable, et dans cette espèce de no man's land que représente ce vide administratif du NINI. Bonjour à tous. Du coup, comme cela a été évoqué pour l'Île-de-France, ici à Saint-Étienne, les mineurs non accompagnés, non reconnus comme tels par le département de la Loire se retrouvent le plus souvent sans solution d'hébergement, en dépit de la procédure qu'ils engagent auprès du juge des enfants pour faire valoir leurs droits. Donc pour cette intervention, j'ai choisi de vous présenter une petite vignette clinique qui concerne l'accompagnement psychologique d'un de ces jeunes dont la reconnaissance de la minorité a été remise en cause sur le territoire stéphanois. Donc, je le nommerai Abdoulaye, 17 ans, originaire de Côte d'Ivoire. Le rythme de nos rencontres depuis juillet 2022 est d'une fois tous les 15 jours. Les entretiens se font en langue française à la demande d'Abdoulaye qui ne souhaite s'exprimer dans sa langue natale, le krou. Il est pris en charge par la Maison Solidaire, c'est un espace associatif d'hébergement et d'accompagnement social géré principalement par des bénévoles pour ceux qui se retrouvent à la rue sur Saint-Étienne.
Abdoulaye est fils unique. Son père est décédé quand il avait 2 ans. Il n'a pas de souvenir de lui. Il a grandi avec sa mère, qui est toujours au pays. En 2020, il a suivi son oncle maternel, sans savoir où il allait ni pourquoi il partait. Ils ont traversé le Burkina, le Niger ensemble. Celui-ci l'a déposé en Libye. Abdoulaye est resté plus d'1 an en Libye, a été emprisonné pendant 6 mois. La seule chose qu'il peut en dire, c'est d'avoir vu beaucoup de sang. Il a pris un bateau pour l'Italie, un événement qu'il relate avec beaucoup d'effroi. Dit s'être vu mourir quand le bateau a pris l'eau. Après être resté en Italie quelques mois, dit être venu par la forêt en France. Il est arrivé en février 2022. Dès notre première rencontre, Abdoulaye dépose sa détresse, évoque ses envies de défenestration, dit ne plus comprendre Dieu et se demande pourquoi il lui fait vivre autant de souffrances. Il verse beaucoup de larmes. Abdoulaye dit être préoccupé à la fois par son départ de son pays natal et par sa situation administrative en France. Ces préoccupations lui créent des difficultés d'endormissement. La plainte somatique est présente, exprime des maux dans tout son corps, dit avoir tendance à se replier sur lui quand il se sent bizarre et triste, dit également ressentir de la colère, parle d'injustice. Cette colère semble l'habiter régulièrement, face à la sensation insoutenable de l'attente. Pourquoi la mort ne veut pas me prendre, dit-il. Il dit avoir la souffrance du désert, de l'eau et maintenant du sol. Il dit rien ne change, j'attends. L'attente de son acte de naissance, l'attente d'une reconnaissance, d'une inscription, d'une contenance. Abdoulaye questionne ponctuellement ses liens familiaux dans son espace. Il dit que son cerveau tourne, exprime son incompréhension face à la réponse de sa mère par téléphone sur son acte de naissance. Se demande à haute voix pourquoi elle ne fait pas le nécessaire pour que j'aie mon acte de naissance. Pourquoi m'a-t-elle exilée alors que j'aurais préféré rester au pays? À quoi ça sert qu'ils m'envoient ici pour me mettre dans la misère? Ils veulent me noyer. Il a la sensation d'être chassé de chez lui. La non-réponse de sa mère et de son oncle lui fait vivre un sentiment d'abandon massif. Il dit ne plus vouloir avoir de lien avec eux et rajoute « Je ne veux plus penser au papier ». J'entends une déliaison familiale qui le met en insécurité psychique. Abdoulaye est en quête de sens. Le sentiment d'abandon le renvoie au sentiment de dépossession, à l'héritage perdu, à la perte de son père et d'une filiation. Comment reprendre possession de son héritage, tricoter une filiation? Après la colère, la culpabilité surgit. Ma mère est malade, si elle meurt, je suis orphelin. C'est la seule personne qu'il me reste. Dans une autre séance, Abdoulaye a pu m'écrire aussi sur un bout de papier ces mots. Je me quitte à ma propre vie, et souvent. Je pense que tout le monde m'abandonne. Et souvent. Je me sens mal. Je pense que ma vie ne vaut rien. Un acte fort. Face à cette lettre déposée dans son espace thérapeutique, j'ai pris le temps d'accueillir et contenir ces mots en le questionnant sur cet écrit, en lui renvoyant à l'importance de sa propre vie. Je lui ai également proposé un rendez-vous avec l'un des psychiatres de notre service pour avoir un espace d'étayage supplémentaire face à la souffrance entendue et aussi afin aussi d'être dans un portage institutionnel. J'observe au cours de nos rencontres certains troubles psychiques s'accentuer face à la précarité des conditions de vie en France. Il exprime des angoisses liées à l'insécurité actuelle et des ruminations anxieuses face à son futur incertain. Il dit « Je me sens bloqué en attente de vivre ». Il peut aussi exprimer à demi-mot sa peur, la peur d'être rejeté par ceux qui l'accueillent aujourd'hui en France, et face à sa colère qu'il n'arrive pas à contenir. J'entends la peur d'une répétition qu'un trauma se répète, celui d'être abandonné à nouveau. Abdoulaye me confie aussi régulièrement son désir de liberté face à la sensation d'être enfermé. Il aimerait s'émanciper de toutes ces injonctions pour exister. Qui je suis? Qu'est-ce que je vais devenir? J'aimerais faire ce que je veux devenir. Je suis prisonnier face à ma situation administrative. Je pense que la chute de l'abri met l'être à découvert. L'idée de n'avoir aucun lieu de résidence amène Abdoulaye à être perpétuellement confronté à la part de soi perdue dans son pays natal. Abdoulaye semble avoir perdu son lieu d'inscription en quittant son nom de familier. Il semble être dans une quête d'un objet maternant idéalisé, quête d'un lien suffisamment structurant pour survivre psychiquement. Il cherche dans cet espace thérapeutique un refuge pour faire lien et s'approprier ses blessures. En somme, l'écoute thérapeutique proposée peut lui permettre une ouverture à sa parole, permettre d'avoir un espace pour s'abriter un instant et lui permettre aussi de se narrer dans ses mots face à autant d'épreuves.
Donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que à Pantin, les psychologues de MSF et du COMET, bien sûr, elles proposent une prise en charge qu'on dirait directe, c'est-à-dire qu'elles organisent des ateliers collectifs, mais aussi elles reçoivent en consultation individuelle les jeunes. Et en plus de cela, elles essaient d'orienter au maximum vers le système de santé de droit commun, l'idée étant qu'il faut insérer ces jeunes dans un parcours de prise en charge pour que ensuite, quand ils quitteront notre dispositif, il n'y ait pas de rupture de soins. Et donc, en ce faisant, en fait, on observe qu'il y a de très nombreux obstacles aux soins, alors qui sont liés, bien sûr, aussi à leur statut d'étranger sans statut administratif, mais qui sont aussi liés à leur minorité, en tout cas à l'allégation de leur minorité. Donc, le premier obstacle, c'est celui de l'isolement. Donc, comme on l'a dit, donc, ce sont des jeunes qui arrivent seuls en France, ils n'ont pas de représentant légal. Et en fait, cette absence de représentant légal, c'est vraiment évoqué comme un motif de prise en charge. Pourquoi? Parce que l'absence d'un représentant légal, l'absence d'un parent, d'une figure d'autorité pour le soignant, déjà, ça le prive dans sa relation de soins de quelqu'un à qui se référer, de quelqu'un qui va garantir la fluidité de la prise en charge, le parcours du jeune, et qui va permettre que le jeune ne soit pas seul face à sa prise en charge. Et la deuxième implication, c'est qu'en fait, le soignant se retrouve dans une position où il ne peut pas remplir l'une de ses obligations légales, qui est celle d'avoir l'autorisation des représentants légaux pour procéder aux soins. Donc ça, c'est un des obstacles qu'on observe très régulièrement auprès des jeunes qu'on accompagne. Le deuxième, c'est celui de la précarité. Donc, les mineurs non accompagnés qui ont saisi le juge des enfants sont pour la plupart des sans domicile fixe, ou alors ils bénéficient du soutien de Solidaire. Donc, c'est un hébergement qui est instable. Et donc, on l'a vu avec Mélanie, cette précarité, bien sûr, elle impacte les jeunes, puisque certains vont développer un trouble réactionnel à cette précarité, vont avoir une symptomatologie importante qui va envahir un peu le soin. Et donc, face à ça, le soignant, il est souvent démuni, puisque les problématiques sont multiples et lui ne peut pas répondre à tout, notamment quand il est dans une structure où il n'y a pas de pluridisciplinarité. En tout cas, il n'y a pas la possibilité de proposer une prise en charge pluridisciplinaire aux patients. Et donc, il est dans une position finalement de témoins impuissants de la précarité, de l'exclusion dans laquelle se trouve son patient, ce qui va parfois même l'amener à se dire que les problèmes de son patient ne sont pas liés vraiment aux soins, mais plutôt à des problématiques sociales, et donc que la solution à apporter ne relève pas du soin, mais plutôt d'une prise en charge sociale. Le troisième obstacle, c'est celui de la langue. Donc, on observe que le recours à l'interprétariat professionnel, il est hétérogène dans les structures de santé. Et ça, c'est un vrai frein pour orienter les jeunes, puisque sans interprète, les soignants ne peuvent pas exercer pleinement leur métier, et les jeunes ne peuvent pas se faire comprendre et comprendre aussi ce qui leur est proposé dans le cadre de la prise en charge. Le quatrième obstacle qui nous paraît aussi être très, très, très fréquent, c'est celui de l'absence de couverture maladie. Donc, sans couverture maladie, alors que ce soit la protection universelle maladie ou l'aide médicale d'État, il est extrêmement difficile d'accéder à des structures de santé, d'accéder aux traitements, parce que ces structures de santé, finalement, craignent de devoir absorber le coût de la prise en charge. Donc, dans la majorité des cas, nous, les jeunes qu'on reçoit, n'ont pas de couverture maladie quand ils sont dits en recours, c'est-à-dire quand ils sont à ce moment-là de la prise en charge, de la procédure, pardon, en reconnaissance de minorité, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de prise en charge sociale. Les départements qui les ont évalués n'ont pas ouvert les droits à la protection maladie universelle et à la complémentaire santé solidaire, et il n'y a personne derrière, en tout cas, qui vient les accompagner dans des démarches pour ouvrir l'aide médicale d'État. Nous, on les accompagne dans l'ouverture de l'aide médicale d'État, puisqu'on n'est pas en mesure, on n'a pas la possibilité d'ouvrir des droits à la protection universelle maladie. Et donc, par défaut, on leur ouvre l'aide médicale d'État, alors même que finalement, ce sont des jeunes pour lesquels une décision finale n'a pas encore été rendue. Et on leur ouvre un dispositif, enfin, on leur ouvre des droits à un dispositif qui est quand même réservé, par définition, à des étrangers en situation irrégulière.
Et donc, ce qu'on voulait aussi pouvoir dire aujourd'hui, c'est que sur cette thématique de la couverture maladie, on voit comment l'administration essaie de faire basculer petit à petit ces jeunes pour lesquels il y a encore un doute, en tout cas il y a encore une décision qui doit être rendue. On les fait basculer dans un régime de protection qui est celui des étrangers en situation irrégulière, donc en fait des personnes adultes qui sont potentiellement expulsables, ce qui est en théorie pas le cas d'une personne mineure. Sans parler en plus des difficultés d'accès très administratives, on va dire très formelles, à l'aide médicale d'État, puisqu'il faut pouvoir remplir un dossier, il faut pouvoir avoir une adresse, donc une domiciliation administrative quand on est sans domicile fixe, et puis il faut aussi pouvoir répondre à certaines demandes abusives des caisses primaires d'assurance maladie qui empilent les exigences pour ouvrir des droits à l'aide médicale d'État, alors même qu'elles ne sont pas forcément prévues par la loi. Le cinquième obstacle que je voulais aborder, je pense que bon, celui-ci, il faut juste le nommer puisqu'on est tous assez sensibilisés à ça, c'est celui de la saturation des services de soins et des délais d'attente qui n'est adapté pour personne et donc notamment pas adapté pour les mineurs non accompagnés. Et le dernier obstacle, même s'il y en a d'autres, mais on a vraiment voulu pouvoir faire ressortir ce qui était récurrent, c'est celui finalement de la méconnaissance mutuelle entre les soignants et les patients MNA, puisque les soignants ne connaissent pas les réalités la réalité dans laquelle vivent ces jeunes. Donc Mélanie l'a abordé tout à l'heure, il est important de pouvoir savoir ce qu'ils ont traversé dans leur pays d'origine, sur leur parcours migratoire, la façon dont ils vivent en France, les conditions dans lesquelles ils vivent. C'est important de pouvoir se le représenter, c'est important de pouvoir prendre en compte aussi les différences culturelles qui vivent au sein de cette relation de soins, savoir comment elles conditionnent l'expression de la souffrance, tout ça pour pouvoir poser un diagnostic qui soit précis et correct. Et puis en face de ces soignants qui méconnaissent un peu le public MNA, on a des jeunes qui, eux, méconnaissent le système de soins français, qui sont aussi peu sensibilisés aux questions de santé mentale et donc qui ne peuvent pas toujours formuler des demandes d'aide qui soient précises et qui soient adéquates. Et ça, on remarque souvent que ça désarçonne les soignants qui se retrouvent face à ces jeunes. Donc, face à tous ces obstacles, nous, on a essayé aussi d'être dans une posture où on propose des solutions qui pourraient, en tout cas, selon nous, permettre d'améliorer la situation. Et la première, c'est vraiment celle qui touche aux maisons des adolescents, puisqu'il faut savoir que donc, en France, dans le système de droit commun, hors du milieu associatif, il existe des structures qui sont ouvertes aux adolescents, qui s'adressent à un public en moyenne de 12 à 25 ans et qui proposent une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, le problème de ces structures, c'est qu'elles refusent parfois de prendre en charge des mineurs non accompagnés du fait justement de leur statut administratif et notamment lorsque ces jeunes sont encore en procédure pour faire reconnaître leur minorité. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on souhaite porter dans le cadre de cette conférence et du rapport, c'est qu'il faudrait pouvoir donner accès aux mineurs non accompagnés à ces structures, quand bien même le statut administratif n'est pas encore arrêté. Et puis, il faudrait aussi doter ces structures de plus de moyens parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Et les professionnels n'ont pas forcément les formations nécessaires pour pouvoir justement bien connaître le public MNA et répondre à leurs besoins. Et donc, on plaide, en tout cas, on plaide pour que ces structures aient plus de moyens et soient ouvertes à des mineurs non accompagnés dont le statut est encore en question. Et au-delà du renforcement des moyens des maisons des adolescents, ce qu'on porte aussi, en fait, c'est la création de structures de soins, de services de soins qui soient dédiés à la jeunesse. Donc, c'est-à-dire toujours qu'ils puissent s'adresser à cette tranche des 12-25 ans en moyenne pour pouvoir proposer une prise en charge qui soit continue et de long terme à des patients qui vont devenir majeurs, donc qui vont atteindre les 18 ans au cours de la prise en charge, mais pour lesquels on juge bon de pouvoir permettre un peu cette continuité et de ne pas tout de suite basculer dans les structures pour adultes. Une
Une autre recommandation qu'on porte malheureusement depuis trop longtemps sans être entendue, c'est celui du recours à l'interprétariat professionnel. Ça a quand même été reconnu par l'État comme un moyen de garantir finalement un accès autonome au droit, à la prévention et aux soins, pardon. Et donc, il faut vraiment que les soignants, mais aussi toute personne qui travaille avec les MNA, ait ce réflexe d'avoir recours à l'interprétariat professionnel. Et si ce n'est pas possible, en fait, de le réclamer à sa propre direction, de réclamer les moyens de le faire. Et enfin, le dernier point, et on ne peut pas en fait faire l'économie de celui-ci parce qu'on l'a dit, certes aujourd'hui on parle de santé mentale, mais finalement ces questions, elles sont aussi très liées au statut juridique administratif des jeunes, très liées à la façon dont on les accueille et on les insère dans la société aujourd'hui en France. Ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, ces jeunes, ils sont l'objet d'une suspicion généralisée, où en fait on passe plus de temps, on met plus d'énergie, même lorsqu'on n'est pas évaluateur du département ou juge, à se demander si finalement ce ne serait pas un faux mineur, et si finalement de ce fait, est-ce qu'il faut vraiment qu'on le prenne en charge ou pas. Ce qu'on essaie de rappeler à chacun et chacune, c'est qu'il existe dans la Convention internationale des droits de l'enfant un principe qui est simple, qui est celui de la présomption de minorité. Cette Convention internationale des droits de l'enfant, elle a été signée par la France, donc la France a adhéré aux principes qu'elle comprend, et donc notamment à celui de la présomption de minorité. Et elle a donc adhéré à l'idée selon laquelle tant que la décision finale n'a pas été rendue, tant que les investigations nécessaires n'ont pas pu être menées, on va considérer la personne qui se présente comme mineure et isolée comme étant réellement mineure et isolée pour continuer à la protéger jusqu'à ce qu'on tranche la question de l'âge. Et nous, ce principe-là, on le porte aussi dans le cadre du soin, parce que il permet aux soignants finalement de mettre de côté la question de l'âge, qui va bien sûr être traitée à un moment donné par un juge, mais qui a les compétences pour le faire. Donc de mettre un peu de côté cette question pour pouvoir accueillir le patient sans être parasité par une suspicion, enfin par une posture un peu de suspicion, en tout cas par cette question de l'âge. Voilà ce qu'il en était pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et on voulait aussi profiter, parce que c'est vrai que ce rapport, il est sorti déjà depuis novembre 2021, donc il y a pas mal de temps qui est passé, pas mal d'eau a coulé sous les ponts. Entre-temps, on a continué à prendre en charge ces jeunes à Pantin, à Marseille et à Calais, comme le disait Xavier. Et donc, on trouvait intéressant aussi maintenant de pouvoir compléter cette présentation par un petit bilan des évolutions qu'on observe depuis novembre 2021. Je vais brièvement vous présenter deux principaux points d'évolution du projet en ce qui concerne la santé mentale depuis 2021, qui c'est le temps de suivi psychologique de jeunes, qui aujourd'hui c'est sur le moyen long terme, et la prise en charge des jeunes filles. Les constats du rapport de santé mentale qui vient d'être présenté par Mélanie et par Euphrasie, ils sont toujours d'actualité. Donc, nous parlons des jeunes qui ont fui la guerre, la maltraitance, les violences, l'exploitation, les discriminations, et qui, en arrivant en France, se sont assortis d'une vie à la rue dans une précarité absolue. Donc, des jeunes qui sont épuisés psychiquement, épuisés physiquement, des jeunes qui ont peur, des jeunes abîmés par une exposition constante à la violence, à l'invisibilisation et à la remise en question de leurs paroles. Donc, ces jeunes adolescents, mineurs et seuls en France recherchent avant tout un endroit où ils pourront enfin déposer leur sac à dos, un environnement stable pour se reconstruire, pour être des adolescents, parce qu'ils en sont. Depuis 2022, environ 80% des jeunes qui sont suivis par MSF ont bénéficié d'une protection. Cependant, depuis mi-2022, nous observons de plus en plus, ce que Mélanie a cité aussi dans son speech, des actions de main levée, c'est-à-dire quand l'État, et dans ce cas c'est l'aide sociale à l'enfance, fait appel à la décision du juge. Pour plusieurs, l'obtention de cette protection n'est plus rassurante parce qu'ils se demandent déjà quand est-ce qu'ils vont la perdre et auront besoin de retourner à la rue.
De plus, nous constatons que de nombreux cas, malgré une vulnérabilité psychique ou somatique, les placements provisoires de moins de 3 mois, surtout, ils entraînent une rupture des soins. Et je vous donne un exemple. Un jeune qui peut être placé provisoirement pendant 3 mois, il peut rester isolé dans une chambre d'hôtel sans aucune scolarité, sans soins médicaux, sans soins psychologiques ou psychiatriques quand besoin. Donc, dans ce cas, ce sont des jeunes qui attendent pendant 3 mois sans aucun suivi jusqu'à quand ils vont retourner à la rue et revenir aux associations. Et dans ce cas, ils reviennent plus fragiles parce qu'ils ne devraient plus être dans une invisibilité qui est là. Ils sont toujours dans une attente qui semble sans fin. En 2021, lorsque les jeunes bénéficiaient d'une protection, MSF, il avait un temps de à peu près 15-20 jours pour terminer leur suivi. Aujourd'hui, la fin de prise en charge MSF ne répond plus aux mêmes critères. Nous continuons désormais à les suivre jusqu'à ce qu'un professionnel prenne le relais. Il est important de rappeler que l'année de 2022, depuis l'année 2022, MSF, il suit les jeunes les plus vulnérables des vulnérables. Des jeunes qui nous sont signalés par des associations comme ont besoin d'un suivi pluridisciplinaire, d'un accompagnement médical et psychologique. Donc, la rupture de soins occasionnée par cette prise en charge qui est défaillante quand ils sont, par exemple, en placement provisoire, accentue la fragilité de ces jeunes. Ils l'attendent, comme Frazier a dit, nous les orientons vers le droit commun, mais par contre, cette attente de 6 à 9 mois, pour certains, elle devient impraticable. Un autre point que j'aimerais parler, c'est de l'inclusion des jeunes filles au centre de Pantin. Le projet, il a été conçu pour recevoir des jeunes garçons. Les garçons, ils étaient beaucoup plus nombreux sur le territoire. Donc, le projet et la prise en charge étaient pensés à eux. Les nombres de jeunes filles de 2017 jusqu'à 2021, il était anecdotique. Mais par contre, aujourd'hui, comme disait Juliette, 15% des nouvelles inclusions sont des jeunes filles. Donc, au fur et à mesure, nous avons appris que nous devions repenser nos réponses de prise en charge de ces jeunes filles. L'impact de la vie dans la rue en France sur des rapports de genre est devenu beaucoup plus évident. Surexposition aux violences sexuelles, surexposition aux réseaux d'exploitation, voire de traite, insécurité, mise en danger. Cela ne veut pas dire que ces questions n'ont pas été abordées dans le cadre de la prise en charge de garçons. Ce n'est pas ça. C'est que, actuellement, elles sont beaucoup plus ouvertes et explicites qu'elles se sont pour les jeunes filles. De plus, le pôle santé mentale, s'est engagé à questionner, à combattre et à transformer les violences fondées sur le genre. Violences qui peuvent avoir un impact majeur sur la santé mentale des personnes qui la subissent. Nous sommes donc en train, tous, de construire des partenariats avec des associations spécialisées dans la traite des êtres humains. L'équipe a été sensibilisée à ce sujet pour le repérer. Nous avons ensemble avec le COMED pensé à des ateliers thérapeutiques de danse et des ateliers sur la santé sexuelle et les soins gynécologiques qui puissent être sensibles à toute la question de violence que ces jeunes filles ont passé, y passent aussi en France. Nous avons aussi une continuité. Ce n'était pas évident. Notre sensibilisation à de l'équipe sur la prise en charge des jeunes filles. Nous pensons avoir un médiatrice culturelle, à l'attention au rapport de genre. Nous avons mis en place une toilette et destinée aux filles. Nous avons acheté des serviettes hygiéniques. Nous avons des actions qui, jusqu'à présent, n'étaient pas évidentes. Donc, tous, au centre de Pantin, nous travaillons pour que le soin prodigué à ces jeunes filles soit mieux adapté à leurs besoins. Pour finaliser, les mineurs non accompagnés dans le territoire français sont des jeunes qui ont vécu l'inimaginable. Des jeunes qui luttent
pour leur existence, pour leur visibilité, qui luttent pour être reconnus comme des êtres humains, comme des adolescents, qui luttent pour qu'ils puissent continuer à recommencer à rêver, parce que certains ont arrêté de rêver. Ces jeunes, ces mineurs, seuls, dans un pays qui ne le reconnaît pas, ont besoin d'une vie stable. Ils ont besoin d'un hébergement sûr. Ils ont besoin d'un soutien et d'une prise en charge pluridisciplinaire qui est proposée par différents professionnels. Des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux, des juristes, médiateurs, médecins, enseignants, interprètes, éducateurs. Enfin, ces jeunes, ils ont besoin d'un collectif qui puisse les aider à se reconstruire.